avec tout ce beau monde, on ne nous pardonnerait évidemment pas de ne pas avoir fait quelque chose qui ressemble à du bon travail. Et pour terminer ce petit aperçu, cette petite cavalcade rapide, hein, je voudrais simplement évoquer d'une part la dimension recherche et d'autre part la dimension enseignement de notre activité. Pour notre activité de recherche, bon, on l'a dit, inévitablement c'est manifesté par des centaines d'articles dans des publications très diverses, mais dans un domaine comme le nôtre, ça s'est aussi traduit par un certain nombre de livres en français. D'abord, je mentionne simplement parmi beaucoup d'autres l'anthologie qui est devenue une référence didactique importante, l'anthologie sur le débat entre libéraux et communautariens, coédité par Hervé Bourgois, les livres de Christian Ansperger où il développe son approche existentielle du capitalisme, le livre d'Axel Gossery, un des premiers livres en français sur le thème de la justice intergénérationnelle, le livre coécrit par Yannick van der Borch sur l'allocation universelle, le petit livre aussi récent d'Émile de Boubert sur la simplicité volontaire, et enfin peut-être le best-seller, je crois notre best-seller jusqu'ici, qui est La concurrence des victimes de Jean-Michel Chaumont, qui a été récemment réédité en poche. La chaire Ouvre passe pour être une tête de pont de la pensée anglo-saxonne sur le continent européen, comme l'est peut-être le Créune dont on parlait tout à l'heure en plein cœur du Québec. La chaire Ouvre passe pour être cela, et donc pour ne pas faillir à cette réputation, nous nous sentons obligés de temps en temps de publier aussi quelque chose en anglais. Par exemple, le diptyque de Christian Ansperger, publié chez Routledge, Full Spectrum Economics et Critical Political Economy, les deux recueils coédités par Axel Gossery sur le thème de la justice et de la propriété intellectuelle et sur la justice intergénérationnelle, paru chez Oxford University Press, et puis le dernier né, publié ce mois-ci, le livre sur la justice linguistique, dont Oxford University Press a jugé la couverture tellement belle qu'elle, c'est l'œuvre d'un artiste bruxellois, qu'ils en ont fait la couverture de leur catalogue annuel dans le domaine des sciences politiques. Enfin, plusieurs de nos livres ont été publiés, traduits dans d'autres langues, dans diverses langues latines, italien, espagnol, portugais, roumain, mais également dans d'autres langues comme l'allemand, le turc, le slovène, le tchèque, le coréen ou le japonais. En matière d'enseignement, maintenant, et je termine là-dessus, je ne mentionnerai que deux choses. L'une qui est à la fois la plus ambitieuse, mais réservée à un groupe restreint d'étudiants, et l'autre qui est la plus modeste dans son envergure, mais qui s'adresse à un groupe plus vaste d'étudiants. Le plus ambitieux, c'est ce qu'on a créé à partir de 1995, quelque chose qui s'appelait initialement, quand on l'a créé, baccalauréat spécial, puis on a dit non, maintenant ça s'appelait diplôme d'études complémentaires, puis on a dit non, ça ne peut plus s'appeler comme ça, maintenant c'est un certificat universitaire en éthique économique et sociale, mais ça n'a pas d'importance, c'est des gens qui viennent de toutes les disciplines, de divers âges aussi. L'un d'entre eux, un des anciens étudiants que j'avais plus vu depuis longtemps, dont les cheveux ont d'ailleurs changé de couleur depuis lors, m'a dit je suis le seul chirurgien jusqu'ici à avoir fait de certificat. Merci d'être avec nous ce soir pour célébrer cet anniversaire. Donc c'est un groupe très divers d'étudiants motivés. Il y en a beaucoup dans la salle aujourd'hui et ils seront encore là en nombre demain matin pour notre festival des dilemmes éthiques. Et le point culminant de ce certificat, c'est toujours le mémorable week-end résidentiel qu'on a en fin de parcours, qu'on a eu pendant longtemps à l'ancien Carmel de Matagne-la-Petite, qui était la propriété, qui est peut-être encore la propriété de l'UCL, mais qui n'est plus utilisable à cette fin. Et maintenant, la dernière fois, on avait à l'auberge de jeunesse de Liège, ça laisse toujours un souvenir
très fort pour nos étudiants. Nos épouses ne nous sont pas toujours reconnaissantes d'être partis là-bas un long week-end avec nos étudiants, mais chaque fois à la fin on demande aux étudiants est-ce qu'il faut refaire ça, et ils disent s'il vous plaît, refaisons-le, donc on le refera encore cette année. Bien. Et deuxièmement, et pour terminer, donc dernier exemple alors au niveau de l'enseignement, la forme la plus modeste, parce que ce n'est qu'un cours de cet enseignement, c'est le cours d'éthique économique et sociale. Alors ce cours a une origine un peu particulière. En fait, il est né de la fusion de deux cours qui préexistaient. Un cours qui était un cours de questions de morale spéciale. C'est un cours qui date de 1920, premier titulaire est Pierre Harmony. Et du temps où j'étais étudiant, nous avons essayé de faire supprimer ce cours parce qu'on le considérait comme le cours le plus réactionnaire de toute l'université. Vous savez, ce genre de cours, on dit aux étudiants, vous pouvez faire ça, vous ne pouvez pas faire ça. Alors, mais j'ai découvert récemment que le premier titulaire de ce cours, Pierre Harmony, j'ai découvert grâce à une pièce de Jean Louvet qui lui est consacrée, est en fait quelqu'un qui a été déplacé par le cardinal en 1938 pour aller faire front à la montée du rexisme à Charleroi. Et il a payé de sa vie parce qu'en 1944, il a été assassiné par les rexistes dans une cave de Courcelles. L'autre origine du cours, c'est un cours de questions critiques d'économie, créé comme un cours autogéré par les étudiants en économie dans la foulée de mai 68, parce qu'ils considéraient que leur cours d'économie leur racontait des tas de bobards qui n'avaient d'autre fonction que de justifier la légitimité du capitalisme. Donc il fallait un cours qui soit autogéré par les étudiants. Les hasards des successions ont fait que j'ai hérité de ces deux cours comme titulaire, et que peu après la création de la chaire, je les ai fondus en un seul cours pour avoir à la fois des étudiants en philosophie et en économie, motivés et pouvant dialoguer les uns avec les autres. Et puis, pendant mon premier séjour à Harvard, il y a Armand Spineux, qui est le doyen de la faculté à ce moment-là, qui, tant que je vois rien du tout, a dit de ce cours-là, on va faire un cours obligatoire en troisième baccalauréat pour la plupart des étudiants. Du coup, c'est devenu un autre genre littéraire que de parvenir à s'adresser à des étudiants pour qui c'est un cours obligatoire. Il y en a d'ailleurs pas mal dans la salle aujourd'hui. Et donc, il a fallu qu'on se mette en quête d'une formule. Donc, avec Maxime, qui est assistant pour ce cours, on a expérimenté, on continue à expérimenter. Et une des choses maintenant, ce qui constitue le point culminant de ce cours chaque année, c'est le dialogue entre les étudiants et trois personnalités invitées, dont je trouve que c'est intéressant que les étudiants les rencontrent et puissent les interpeller. Et on termine toujours de manière un peu ludique cette rencontre avec l'invité en demandant aux étudiants de situer l'invité parmi les théories, les 4 théories principales qu'on a vues pendant le cours. Alors, lors d'une de ces séances, de manière improvisée, une petite vidéo brève a été faite. La qualité n'est pas très bonne, mais je crois qu'elle sera suffisante pour vous permettre de reconnaître l'interlocuteur. Donc, première question, c'est qui parmi vous estime que Karl de Weber est un libertarien? Ceux-là vont dire oui maintenant. 1, 2, 3, oui. Qui parmi vous estime que Karl de Weber est un utilitariste? Ceux-là vont dire oui maintenant. Oui. Alors, qui parmi vous estime que Karl de Weber est un marxiste? Cela dit oui. Regardez un visage impassible pendant tout le temps. Qui estime que Karl de Weber est un marxiste? Cela dit oui maintenant. Qui estime, maintenant tu leur as déclaré des noms, qui estime que Karl de Weber est un Rawlsien? Cela dit oui maintenant. Oui. Alors, évidemment, on se rend compte qu'il n'est pas vraiment dans une de ces catégories. En fait, je vous dirai quand même un mot la fois prochaine d'une théorie, d'une famille de théories dont j'aurais pu parler, et qui est la famille appelée communautaire. Alors, les 3
personnalités que nous avons invitées cette année, donc pour la suite du cours, le cours se déroule ce premier semestre, sont en fait Françoise Mulkens, qui nous a aussi fait le plaisir d'être parmi nous aujourd'hui, que vous entendrez dans un moment. Le deuxième invité, c'est Philippe Moureau, qui est bourgmestre de Molenbeek. Alors nous avons mis en place, pour pouvoir respecter le timing aujourd'hui, un petit système, c'est-à-dire un petit coup de trompette au moment où les orateurs n'ont plus qu'une minute pour dire ce qui leur reste à dire. Alors, je dis rapidement ce qui me reste à dire, donc pour aller. Et le troisième invité de ce semestre est André-Joseph Léonard. Alors, le choix des personnalités mentionnées, y compris bien sûr par De Wever, indique à suffisance combien il est important pour moi, pour former un esprit critique des étudiants, de les confronter à la pensée vivante de personnes intelligentes qui sont parfois très loin de partager les idées de leurs profs. C'est dans cet esprit que je vois qu'il y a des étudiants dans la salle parce que les autres, ils ne savent pas. Alors, c'est dans cet esprit que nous avons convié pour la séance d'aujourd'hui un certain nombre de personnes qui nous semblaient important d'écouter, à la fois pour nous et pour les autres personnes ici présentes. Donc, elles se succéderont ici dans l'ordre qui a été prévu, et pour chacune d'entre elles, je vais aller m'asseoir là, pour chacune d'entre elles, je dirai très brièvement la raison pour laquelle nous les avons invitées.